Bonjour, bienvenue. Merci d'être avec nous. Je suis ravie d'être ici avec vous pour ce talk. Je m'appelle Marie-Cécile Leroy. Je suis manager de l'équipe Design Opération chez Air France KLM et aujourd'hui je suis avec France Wang de Bilendi UX. Bonjour à tous. Et nous allons vous parler de IA générative. Nous allons réfléchir afin de savoir si l'IA générative va révolutionner la Product Discovery. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet et de vous présenter l'expérimentation que nous avons menée, je vais laisser France vous présenter le contexte. Yes, et avant de rentrer dans le dur du sujet, j'aimerais bien déjà savoir un peu votre retour d'expérience. Donc, est-ce que vous pouvez lever la main si vous faites de la discovery? Ok, c'est quasi 100% de la salle. Est-ce que vous pouvez lever la main si vous faites plutôt du quali, c'est-à-dire des interviews, des tests, etc. Ok, c'est toujours beaucoup de monde. De manière générale, quand vous faites une session de test ou d'entretien quali, vous faites des tailles d'échantillons d'à peu près combien? Levez la main si vous êtes à 10 ou moins, de manière générale. Ok, 20, autour de 20. Ok, est-ce que quelqu'un a déjà testé 50, 100 participants d'un coup? Ok, il y a quand même quelques mains, donc je vois qu'il y a des gens qui testent, qui ont probablement testé des choses similaires à nous. Eh bien, c'est parti. De notre côté, nous, l'expérimentation qu'on a faite, c'était effectivement d'essayer de voir à quel point on peut utiliser l'IA générative pour un peu quantifier ce qu'on fait en quali. Mais avant de commencer, du coup, je vais présenter le contexte, je vais nous présenter nous aussi, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas. Donc moi, je m'appelle France. J'étais fondatrice d'une entreprise qui s'appelait Tandems et qui s'appelle aujourd'hui Bilendi UX. Tandems, notre mission, c'est de simplifier la recherche utilisateur et la discovery à travers une plateforme self-service qui vous permet de recruter des participants de qualité partout dans le monde en quelques clics. Et en 2024, on a rejoint le groupe Bilendi pour devenir Bilendi UX. Donc, pour vous parler un peu du groupe Bilendi, c'est 4 millions de panélistes dans 36 pays en Europe et en Amérique latine qui font principalement des sondages pour des grands instituts de sondage comme l'IFOP ou l'Ipsos ou pour des grandes universités comme Cambridge ou Harvard. Et en parallèle, ils sont aussi développeurs de solutions de technologie pour la market research. Donc quand nous, on est arrivé chez Bilendi, on a un peu découvert toutes ces technologies qu'on ne connaissait pas avant. Et donc du coup, une des technologies qui m'a particulièrement moins intéressée, parce que moi je suis quand même issue avant tout du qualitatif, c'était une de leurs technologies qu'ils testent pour justement quantifier le qualitatif. Donc c'est une plateforme qui s'appelle Bilendi Discuss et la promesse est assez alléchante puisque l'idée c'est de dire on devrait pouvoir avec l'IA faire des centaines d'entretiens en quelques jours voire quelques semaines rapidement et avoir une grande quantité de données et de pouvoir l'analyser tout aussi rapidement et facilement. Donc moi je me suis dit, moi qui suis issue du Quali, c'est hyper intéressant, j'ai envie de le tester, je ne connais pas du tout, mais j'ai pas envie de le tester dans le vide, donc je décide de le tester, de proposer à des clients de le tester avec moi. Et c'est à ce moment-là que je me tourne vers Marie-Cécile. De mon côté, j'avais déjà testé des solutions d'IA dans le cadre de la recherche utilisateur et j'étais intéressée par ce que me proposait France, par cette expérimentation, car j'étais intéressée à mieux comprendre quelles sont les tâches de la user research que l'IA peut assister de la manière la plus efficace. Et également, je voulais en apprendre davantage sur dans quelle mesure, avec quelle efficacité l'IA allait nous aider et avec quel gain de temps pour le researcher. Alors, tout d'abord, je vais rapidement vous présenter mon parcours. Donc, j'ai rejoint le digital d'Air France KLM en 2013 en tant que UX manager. Après différents projets, comme par exemple la participation à la convergence des sites Air France et des sites B2C Air France et KLM en tant qu'experte UX, j'ai monté l'équipe User Research du digital d'Air France en 2019 afin d'internaliser cette discipline, car c'est une discipline qui me passionne. Voilà, et depuis 2023, je suis maintenant manager de l'équipe Design Opération qui regroupe le design system, l'accessibilité et la user research. Alors, cette équipe user research d'Air France KLM, elle comprend 3 researchers seniors et un apprenti qui sont basés à Paris et à Amsterdam. Notre rôle est de comprendre les attentes et les difficultés de nos utilisateurs à travers tout un tas de méthodes d'études de user research discovery qualitative, comme par exemple des interviews, des diary studies, des surveys,
Et également, nous accompagnons les product designers dans la montée en compétences sur des études évaluatives, comme par exemple des user tests. Voilà. Et donc au final, notre objectif, c'est vraiment d'explorer et de comprendre l'ensemble de la Customer Journey digitale d'Air France KLM, donc depuis l'envie de voyage jusqu'à l'arrivée de nos clients à destination. Du coup, en novembre, je dis à Marie-Cécile, bah, écoute, voilà, je suis en train de découvrir toutes les technologies de ce groupe qui vient de nous racheter. Est-ce que tu veux pas qu'on les découvre ensemble et ensuite on fait un retour d'expérience hyper ouvert, hyper honnête sur ce qui fonctionne moins bien, comment fonctionne leur IA, etc. Et moi, à titre personnel, j'étais particulièrement intéressée de voir cette IA qui a été faite par la market research pour la market research, si out of the box, elle fonctionne bien pour l'UX research aussi ou pas. Voilà, tout à fait. Et j'étais intéressée, comme je vous l'ai dit, à mieux en apprendre davantage sur les gains de temps et d'efficacité que l'IA générative peut apporter dans le cadre de la user research. Alors, nous sommes partis sur une problématique que nous souhaitions approfondir dans le but d'améliorer nos services digitaux et également d'identifier des opportunités d'innovation digitale pour la Gen Z. Nous avions des connaissances sur leurs attentes et leurs usages des outils digitaux de l'aérien qui commençaient à être un petit peu anciens, donc nous voulions les rafraîchir. C'est pourquoi nous sommes partis sur la problématique suivante, donc qui était de mieux comprendre les besoins et les attentes, les attentes et les comportements des jeunes adultes en matière de voyage en avion et en particulier leur rapport aux outils digitaux, en particulier aux outils digitaux des compagnies aériennes. Ensuite, comme toute étude de recherche qui se respecte, on a fait un petit tour sur la cible. Donc, ce n'est pas l'objectif de la compte d'aujourd'hui, j'ai passé très vite, mais l'idée, c'était de trouver des participants entre 18 et 30 ans. On ciblait d'en avoir au moins une centaine actifs entre la France et le Pays-Bas. Et l'objectif, c'est que ce soit des gens qui aient voyagé dans les 12 derniers mois en avion, qui ont pris leur propre billet pour que ce soit vraiment une expérience first-hand, et qui aient voyagé avec une compagnie qui ne soit pas low cost. Une fois qu'on a déterminé ça et que le recrutement avait été entamé, on s'est penché sur le contenu même de l'étude, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va leur faire faire à ces participants. Et ici, je suis un peu obligée de poser et de vous expliquer un peu comment fonctionne cette méthodologie qui est particulière à Bill & Discuss, parce que sinon le suite de l'étude, de la presse, vous fera pas trop sens. Donc Bill & Discuss, c'est une plateforme qui permet de créer des groupes de discussion qui sont sur une durée qui va de quelques jours à quelques semaines. Donc tous les jours, les participants sont invités à répondre à des questions quali ou quanti. 3 à 4 fois par jour pour ne pas leur prendre trop de temps, pour pas qu'ils se lassent. Et les participants peuvent participer soit directement depuis leur interface de messaging traditionnelle, donc leur WhatsApp, leur Messenger, soit via un portail web qui fonctionne un peu comme un forum de discussion. Et le tout est augmenté d'une IA qui vient intervenir à chaque étape de l'étude. Et donc la première étape étant évidemment la création d'un guide de terrain pour déterminer ce que les gens vont faire. Voilà, alors maintenant je vais vous parler donc de la façon dont l'IA a généré le guide d'entretien. Alors cette génération s'est faite en 2 étapes. Tout d'abord, à partir des objectifs de l'étude, nous avons défini un brief et ce brief nous a servi de prompt afin de générer tout d'abord en premier lieu une structure pour le guide. Donc cette structure, nous l'avons revue, affinée, ajustée. Il y avait des redondances parfois, donc nous l'ajustons. Et une fois qu'on était satisfait de la structure, chaque partie de la structure a servi de prompt pour générer chaque partie du guide d'entretien. Donc chacune de ces parties étant composée de différentes tâches générées par l'IA, qu'il a réparti en fonction, en fonction de la durée du terrain et regroupé par un groupe thématique. Donc c'est un terrain qui a duré environ 2 semaines. Donc comme je le disais, 3-4 tâches par jour. Et nous, on avait 3 études qui tournaient en parallèle, puisqu'on comme on voulait tester, on a essayé de tester le maximum de choses d'un coup. Une étude en version WhatsApp avec des participants français et 2 études en version forum avec des participants français et néerlandais. Pendant toute la durée du terrain, donc pendant les 2 semaines, les participants sont invités donc à répondre à ces questions et ils sont relancés et modérés par une IA, par la même IA, qui
modère donc 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, dans la langue du participant, et qui est entraîné particulièrement pour rebondir sur ce que les gens disent. Donc typiquement, si la question elle porte donc dans cet exemple sur une projection sur comment est-ce que vous imaginez que l'IA va venir vous aider à simplifier votre vie quand vous voyagez, l'IA est capable de détecter que la personne elle a d'autres choses à dire, des choses en plus à dire, et donc elle a relancé pour lui demander des exemples plus concrets, une projection sur ce qu'elle imagine sur ses attentes. Ou d'être capable de dire, ben là, elle me parle de problèmes qu'elle a eus et d'essayer de comprendre si elle a utilisé des solutions alternatives pour la pousser à un peu plus étayer sa réponse et donc faire ressortir et émerger de nouvelles choses. Alors, une fois le terrain terminé, nous passons à la phase d'analyse. Alors, cette phase d'analyse, elle a commencé déjà tout au long du terrain, puisqu'au fur et à mesure, l'IA était capable de générer des synthèses par tâche. Voilà, ces synthèses étant illustrées, ces synthèses contenant des insights auxquels il était possible d'accéder et qui étaient eux-mêmes illustrés par des verbatim exemples qui nous permettaient de mieux comprendre comment ils étaient construits. La deuxième phase de la génération de l'analyse, c'est la création d'un report par l'IA. Donc ça se fait après la fin du terrain. Et donc là, on va procéder comme on a procédé pour le guide d'entretien en 2 phases. La première phase, ça va être la génération d'une structure. Donc l'IA va, à partir des objectifs de l'étude, générer une structure. On va revoir cette structure, on va l'ajuster en fonction de ce qu'on veut que le rapport contienne. Et ensuite, chaque partie de cette structure va servir de prompt pour générer le contenu de chaque partie du rapport. Alors, en conclusion, moi je dirais que l'IA que nous avons testée s'apparente à un researcher junior très enthousiaste et encore imparfait. Alors les forces et les limites que nous avons pu observer, donc tout d'abord il y a vraiment 2 points qui étaient extrêmement puissants dans cette IA. Le premier, c'est donc la synthèse des sujets par tâche dont je viens de vous parler, qui était illustré de verbatim exemples. C'était vraiment extrêmement puissant parce que ça nous a permis très rapidement d'obtenir les grandes tendances par sujet, très rapidement sans avoir à relire tout le contenu et tous les retours. Le deuxième point extrêmement positif, c'était le guide d'entretien qui a été généré par l'IA, qui a été très rapide à mettre en place et nous a fait gagner un temps précieux. Après, j'aimerais revenir sur 3 autres points positifs de cette expérimentation. Tout d'abord, c'est que cette méthode nous permet de détecter des tendances quanti dans une étude quali. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas courant dans une étude qualitative et qui peut être extrêmement utile. Donc, nous avons pu observer des tendances quanti, que ce soit dans les synthèses par tâche, mais également dans le rapport final, puisque l'IA a fait énormément de recoupage d'informations qui nous permettaient d'identifier des tendances par segment. Alors globalement, c'était aussi un énorme gain de temps. Donc il a fallu intervenir, il a fallu qu'un humain intervienne aux différentes étapes de l'étude. Donc notre intervention, notre effort humain, il a été assez modéré au début pour la génération du guide. Il a été faible pendant toute la durée du terrain, puisque les relances effectuées par Barry venaient en complément d'un guide qui était lui-même déjà très riche. Donc avec tout ça, on avait suffisamment de matière. Et par contre, il a été plus fort dans la phase d'analyse, puisque l'IA remonte énormément de données, et il a fallu vraiment le travail intense d'un researcher pour relire toutes les conclusions de l'IA, les trier, les organiser, et surtout leur donner du sens en rapport avec les objectifs initiaux de recherche. Le dernier point, c'est la capacité de volume et d'analyse de l'IA qui est bien supérieure à celle d'un humain, que ce soit en termes de quantité de retours que l'IA peut traiter et également la quantité d'insights qu'elle peut générer. Après, il y a 3 points sur lesquels l'IA pourrait s'améliorer. Tout d'abord, c'est les relances qui sont de qualité inégale. Bon, c'était moins pertinent au début. Au fur et à mesure que nous rentrions dans le vif du sujet, elles ont été de plus en plus pertinentes et de plus en plus efficaces. Certaines ont été vraiment extrêmement utiles et ont permis vraiment d'affiner et de creuser les problématiques. Voilà, mais
tout n'était pas utile et l'IA peut encore progresser sur ces relances, en particulier par rapport au ton utilisé qui pouvait parfois être un petit peu artificiel. Parfois également, il y avait des redondances dans les questions posées. Le deuxième point, c'est le fait que l'IA remonte de façon exhaustive énormément d'informations dans son rapport. Donc, comme je vous l'ai dit, ça engendre derrière un gros travail de tri. Cependant, c'est quand même un gain de temps très appréciable d'avoir ce pré-travail d'analyse. Le dernier point que j'aimerais relever, c'est la fiabilité que l'on peut accorder à ces synthèses. Sur certains sujets que nous avions déjà traités, les retours, les synthèses que l'IA a générées correspondaient aux observations qu'on avait déjà faites. Donc du coup, cela semblait assez fiable, cela a été assez rassurant sur la fiabilité de l'analyse qu'elle faisait. Cependant, on n'a pas pu tout vérifier et on peut s'interroger sur le degré de confiance qu'un humain peut accorder à ce type d'analyse et aussi quelle méthode de vérification peut-on utiliser pour avoir davantage confiance et éviter d'avoir à tout relire et à tout refaire. Voilà, donc en conclusion, l'équipe était satisfaite des insights qu'on a obtenus. On a fait des apprentissages grâce à cette étude. C'est un bon outil d'assistance à la recherche qui est particulièrement bien adapté à ce type de méthode de recherche asynchrone. Ça a considérablement permis d'augmenter les capacités du researcher et son efficacité, c'est-à-dire qu'on a pu traiter plus de participants, plus de retours, plus de questions, on a eu plus d'insights. Donc là-dessus, c'était vraiment pertinent. En revanche, elle doit encore progresser, elle n'est pas encore mûre pour mener un entretien toute seule. Voilà, il y avait des relances pertinentes, mais elle doit encore progresser. Donc moi, en conclusion, je dirais qu'on n'est pas encore, avec ce type d'IA, arrivé au stade d'une IA qui remplacerait le researcher, mais au contraire, moi je trouve qu'elle nous permet de nous concentrer sur les tâches à plus forte valeur ajoutée, c'est-à-dire cadrer les problématiques et également trier, organiser et donner du sens aux insights. Donc, d'une certaine manière, elle va même enrichir notre travail. À l'issue de cette expérimentation, moi je m'interroge, je me demande quand, puisque l'IA fait des progrès considérables de jour après jour, quand elle sera capable de carrément mener des entretiens face à face et capturer et correctement interpréter les émotions des participants, leur langage non verbal, leurs incohérences, et quand est-ce qu'elle sera capable, comme un humain qui mène ces entretiens, de faire preuve d'empathie, de créativité et d'intuition pour réussir à traiter ce type d'entretien. Moi, je vois le temps qui file, donc je ne vais pas faire tout le détail de la conclusion. Je voudrais juste du coup dire, est-ce que l'IA va révolutionner la discovery? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle va largement l'accélérer et elle nous donne accès à cette nouvelle méthodologie qui permet de bridger le gap entre le pur quali et le pur quanti. Moi, je l'ai vu tout à l'heure dans le sondage, où on fait tout du quali, mais à des échantillons assez bas, assez faibles. Donc, du coup, voilà. L'idée, c'est que maintenant, on peut enfin, grâce à l'IA, réellement quantifier le quali. Là, on a mené une centaine d'entretiens avec, une centaine de discussions avec une centaine de personnes en 2 semaines. Je pense que c'est quelque chose que traditionnellement on n'aurait jamais été capable de faire et c'est quand même très chouette et très enthousiasmant pour la suite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous en parler avec Marie-Cécile. On avait encore beaucoup de contenu pour cette conf, mais on a dû couper beaucoup de choses. Donc, vous pouvez nous contacter sur LinkedIn. Moi, je suis présente sur le stand de Bill & UX aujourd'hui à la conférence, donc n'hésitez pas. Merci à tous.